Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Céline, je suis ravie de te recevoir au micro de Histoire de reconversion professionnelle. Est-ce que tu vas bien? Eh bah ouais, ça va super bien. Je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui. C'est la première fois pour moi que je joue l'exercice, donc c'est une première, c'est chouette, je suis trop contente. Ça va trop bien, je suis contente que tu nous fasses cet honneur. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Donc j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année, donc l'année un petit peu, des changements, on va dire. J'ai travaillé dans l'industrie, de la santé, on y reviendra, mais du coup, là, je suis en reconversion, et donc je me lance à mon compte. Et donc, on va dire que c'est une nouvelle vie qui commence pour moi, mais hyper challengeante. Je m'ennuie pas, donc trop chouette. Super. Eh ben, écoute, on va pouvoir voir un petit peu dans quoi tu t'es reconvertie et d'où tu viens. Et justement, du coup, c'était quoi cette première partie de carrière? Qu'est-ce que tu faisais? Alors en fait, j'étais chef de produit marketing, dans l'industrie de la santé, pendant presque 7 ans. Et donc, je gérais, vraiment tout ce qui va être attrait au produit, de la conception du produit et après du coup à sa fin de vie. Donc, c'était hyper chouette. Donc j'étais dans une équipe trop chouette, trop bien, trop gentille, trop bienveillante. Mais j'ai eu envie d'autre chose, donc voilà, donc ça, c'est ma première vie. Moi, je vais faire encore un retour arrière. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi du coup le marketing et ce métier spécifique dans cette industrie spécifique? Qu'est-ce qui t'a emmené jusque-là? Alors, j'y étais pas destinée du tout, je suis partie dans toute autre, branche d'études, mais j'ai eu envie, en fait, de travailler, dans la sphère médicale pour, que mon métier ait un sens. Vraiment, ça me tenait à cœur. Bon, on l'a vu en plus avec le covid, effectivement, les métiers de la santé ont été mis, sur le devant de la scène, on va dire, malheureusement. Mais du coup, voilà, je voulais avoir un impact sur les personnes, donc les métiers de la santé, me plaisaient particulièrement. Et l'industrie, parce que en fait, j'avais, en tête, de faire un peu de commerce, de pouvoir du coup découvrir des sphères qu'on découvre pas forcément, dans les milieux, on va dire basiques de la santé. Enfin basiques, je m'entends, mais dans les milieux qu'on connaît tous de la santé. Et puis, ouais, j'ai toujours été, hyper attirée par le commerce, le marketing, par la créativité du coup, du marketing et les stratégies. Et donc, les études que tu as faites, c'était quel domaine? Alors c'était la santé, mais c'était des études, scientifiques. Ok. Donc, j'étais plus destinée à travailler dans un laboratoire, alors tout laboratoire de recherche ou autre. D'ailleurs, j'ai fait tous mes stages en laboratoire de recherche, mais c'était vraiment attrait aux biotechnologies pour la santé. Donc, nouvelles Ok. technologies médicales, qui est hyper riche, mais globalement, on va dire rien à voir avec le marketing et la vente. En M2, je me suis orientée après sur, un aspect plus business, mais, j'ai fait, 6 ans de sciences. Et c'est toi qui avais choisi à la base ces études-là? Ouais, c'est moi qui avais choisi. Alors en fait, quand j'étais du coup en terminale, j'avais 2 choix qui, s'offraient à moi. C'était, la médecine ou, l'architecture d'intérieur. C'est vraiment 2 choses, Ok, ouais. que j'appréciais particulièrement. Et puis qui sont Heu, différentes aussi. Totalement, C'est marrant d'avoir ces deux aspects-là, un aspect beaucoup plus créatif et un aspect plus scientifique, santé, comme tu le disais. totalement. Et bon, c'est difficile, hein, quand tu es, en terminale de te dire: Ouais. Dans quoi je vais faire ma vie?» J'avais déjà comme quoi, tu vois, en tête une reconversion parce que je me suis dit: «Bon, fais le plus dur maintenant parce que après se reconvertir, enfin refaire des études de médecine quand tu as 40 ans, franchement, je connais peu de gens qui le font». Donc je me suis dit: essaye médecine, c'est le moment». Il y avait plein de personnes dans ma classe qui partaient aussi en médecine, donc Mm. voilà, c'était un peu, challenge, de tout le monde de se dire: «On va tester ça». Et puis reprendre, pourquoi pas l'archi plus tard. Donc voilà, je savais déjà, on va dire, que j'allais pas avoir le même métier toute ma vie. Donc c'est moi qui ai choisi de partir, Ok. en médecine. Et à la En base, du coup, tu as ces deux choix-là. Qu'est-ce qui t'amène à ces deux choix qui sont quand même très opposés? Qu'est-ce qui te fait te dire, ah bah c'est soit médecine, soit archi? C'est une bonne question. Je pense que la médecine,
bon, ça va être une réponse un peu bateau, mais on m'a toujours poussée à faire, le plus. Qui peut le plus, peut le moins Mmh. et c'est vrai que, bon, mon grand-père voulait que je sois avocate, donc tu vois, j'avais, avocat, médecin, de se dire: «Bah, voilà, il faut viser, on va dire, le haut du panier Mmh mh. pour avoir, un bon statut, un bon salaire, une bonne voilà, un bon niveau hiérarchique», on va dire. Donc pour moi, en fait, je me suis pas tellement posé de questions. Je me suis dit: «Bah, entre guillemets, j'avais les capacités, scolaires pour le faire. Enfin, voilà, j'étais en bac S, je me suis dit: «Bon, bah, je peux faire les 2 et l'archi, c'était vraiment la partie, on va dire créative qui m'éclatait et j'ai toujours aimé, alors tout ce qui va être architecture, des lieux et cetera, mais aussi de se sentir bien chez moi, de décorer, d'aménager. Mmh Donc mh. ça, c'était plus, si tu veux, mon métier un peu passion Mmh mh. et la partie médecine, je pense que c'était plus le fait de se dire, «Bon, ben, go tester. Aujourd'hui, j'ai les capacités de le faire et puis, on verra où ça me mène». Oui et puis c'est Donc important ce que tu dis aussi il y a des choses qui sont éducationnelles aussi, où, même si toi tu as la sensation que c'est tes choix et que ça peut aussi l'être, mais ils sont, impactés par, ce que tu vis, par les gens avec qui tu, interagis et souvent par nos familles. À ce moment-là, on est quand même, encore des enfants, éduqués par nos parents. Donc forcément, ça a forcément un impact, ce qu'ils projettent sur nous comme vie, comme métier et du coup là, ouais, je vois vraiment il y a comme cette dissociation il y a la voix de, «Je suis capable de le faire» et on m'a poussé dans cette éducation-là de «Si tu peux le faire et bah, tu le fais» et puis il y a la voix un peu du cœur de, «Si moi j'avais 0 contrainte, j'irais peut-être là-dedans». Mais en même temps, bah, tu as l'air d'être une personnalité qui aime se challenger du coup de ce que tu décris. Bah, le goût du challenge, ça te faisait aussi plaisir, donc c'est pas juste: «Je choisis ça pour mes parents». Mais du ouais, coup non, pas du tout, mais ouais, c'est tout à ouais, fait ça, en fait. C'est de se mais dire, tu jamais perdu finalement ton choix qui était ton choix du cœur aussi et qui est resté, quoi? non, toujours, je l'avais toujours en tête mais je suis contente d'avoir fait les 2. Enfin, en tout cas, d'être partie sur la médecine, je suis vraiment contente de l'avoir fait et tu vois, on parlait effectivement de l'éducationnel. Mes parents m'ont toujours poussée à faire, on va dire, ce que je pouvais faire de mieux. Néanmoins, j'aurais pu avoir n'importe quel métier, ils auraient été fiers de moi, tu vois? Et c'était en fait: «Fais ce qui te plaît». Donc Ouais. clairement, c'était vraiment, c'était pas, «Il faut faire médecine, il faut faire ingé et tout». Ça, c'est plus moi et dans l'environnement où j'étais, en fait, où tous mes amis sont partis en ingé, enfin ou en médecine, donc je me suis dit: «Bon, ben, voilà, on va dire la Ouais, route faut est un suivre peu le tracée». ouais. Ouais, voilà, c'était ça. C'était un peu, tu vois, le mouton qui suit, qui se dit: «Je sais pas trop quoi faire. Bon, bah, je vais faire ça». Mais mes parents et je les remercie, ils m'ont toujours dit: «Ma fille, fais ce qui te plaît» et en visant, bien sûr, parce qu'ils savaient que j'avais les capacités de faire des choses qui soient, on va dire, à l'époque, parce que ça a un petit peu changé. Avant, il fallait avoir un master 2 et cetera. Donc voilà, ils voulaient me pousser quand même à avoir, le plus d'études possible pour qu'après je me ferme pas de porte, en fait et que, Mmh bah, mh. voilà, je regrette pas, je fasse pas de choix, que je puisse regretter par la suite. Ouais, bah, j'ai été éduquée avec le même, Mmh. le même principe aussi, hein, les études, les études, les études, c'était un peu le saint graal pour pouvoir avoir un bon métier et un bon salaire. Bon, C'est ce n'est ça, plus aujourd'hui trop la même, tendance, mais oui, je comprends. Du coup, moi, c'est c'est clair. pareil, hein, moi, je me suis jamais dit, c'était pas une option de ne pas faire 5 ans d'études. Mmh. Alors, je sais pas si c'est un choix de moi ou induit par mes parents ou certainement un peu des 2, mais j'ai pas souffert tu vois, d'avoir fait ce choix-là. Mais n'empêche que j'ai été très, éduquée, surtout par mon père, de faire un master, de faire 5 ans d'études. C'était vraiment, C'est une heu, normalité, en fait. c'est ça, c'était la Enfin, convention. C'était: mmh. «Tu fais 5 ans d'études dans ce que tu veux, mais tu fais 5 ans d'études». Mais je pense que c'est aussi nos générations, enfin, on a quasiment tous fait, 5 ans d'études parce qu'il fallait faire 5 ans d'études pour se démarquer. Alors maintenant, c'est vrai que tout le monde Bah quasiment, oui, du coup. a 5 ans d'études. En plus, souvent dans les mêmes domaines, du coup, ça différencie pas Mmh. nécessairement et on y revient justement et je trouve ça très bien parce que faut pas nécessairement un bac plus enfin, un master 2 pour être brillant et cetera, loin de là. Mais c'est vrai que je pense qu'on s'est pas posé de questions à cette époque-là. C'était comme ça, hein. Beh, oui C'est et comme puis même avoir on son est enfin bac, comme bon, tu ben exactement. Puis comme tu dis, on était jeunes, donc on ne savait pas tout ce qu'on avait comme aussi opportunité, comment ça se passait, pour la reconversion et cetera. Donc là, si on resuit, le fil, tu rentres en médecine, mais comme tu nous as dit que tu as fait plutôt, des études en biotechnologie, si je me trompe pas, tout à qu'est-ce fait. qui se passe entre médecine et ça? Alors, je commence ma première année de médecine. C'était hyper difficile, hein, on va pas se cacher, c'est comme on comme on l'imagine. Néanmoins, j'ai appris énormément de choses. Enfin, j'ai appris la plasticité cérébrale, enfin tout ce qu'on peut apprendre. Enfin, c'est ouf comme, quand on se conditionne franchement,
On peut gravir des sommets vraiment. Et puis, du coup, au mois d'avril, donc j'ai commencé en septembre, au mois d'avril de ma première année de médecine, ma petite sœur tombe gravement malade. Bon, c'est des moments où, si tu veux, ta vie s'arrête un petit peu. Et toi, en même temps, bah, t'as pas le temps de t'arrêter parce que bah, la médecine, on le sait, c'est compliqué. Donc, Mm. moment hyper dur pour moi parce que bah, j'avais ma petite sœur. Enfin voilà, un moment, tu te dis, il y a quand même plus important que les études et ce que tu es en train de faire. Et tu as la vie qui passe et tu dois être présente. Donc, bon, j'ai ralenti un petit peu, mais j'ai quand même continué mon année, etc. Et donc, je me suis dit, bah, je vais refaire une année. J'avais pas, j'avais pas assez souffert la première année. Je me suis dit, allez, on repart pour une deuxième année. Ouais, parce que du coup, tu l'as Où pas eu à l'issue de cette première année? Non, Ok. non, je l'ai pas eu. Bon, bah, j'étais conditionnée déjà à faire 2 années, hein. Enfin, c'était Ouais, hyper rare les personnes qui oui, font. c'est vrai. Donc, bon, si tu veux, c'était pas une déception ou un Mm. échec de se dire, bon, bah, j'ai pas fait. Enfin, il faut que je refasse une deuxième année. C'était pas grave, mais c'était dur moralement de te dire, bah, Bah tu ouais, vas repartir là-dessus parce que, c'est long. enfin, c'est pas un mythe, quoi. T'as pas de Noël, c'est 7 jours sur 7. Je faisais 7h, 23h tous les jours. C'est épuisant, Ouais, je veux mais bien te bon, croire. voilà. Voilà. Donc, je l'ai fait dans Faut des être conditions, passionné, du hein. coup. Ouais, mais en fait, ton cerveau, à un moment, il se conditionne. Ouais. Enfin, en tout cas, mon cerveau s'est conditionné à me dire, en fait, presque t'as pas le choix, quoi. Il faut que tu Mm. t'apprennes tout ça. Tes partiels, c'est janvier et mai. Et en fait, il faut tenir. Et j'avais pas trop le choix de me dire que j'allais pas le faire, en gros. Ouais. Donc, à un moment, ouais, mon cerveau s'est mis dans une machine où je me suis dit, en fait, c'est comme ça, c'est tous les jours, 7h, 23h, quoi qu'il se passe, qu'il vente, qu'il pleuve, que je sois malade ou pas. Et t'apprends énormément de choses. Vraiment, enfin, ces années m'ont énormément appris sur moi, sur ma capacité à travailler, sur la capacité à apprendre. Et du coup, deuxième année, compliquée entre l'hôpital, du coup, pour ma petite sœur, et je révisais, ouais, à l'hôpital mes cours de médecine. Donc, j'ai quand même réussi à avoir 10 de moyenne, ce qui était, ce qui Bravo. paraît, mais ce qui était quand même assez honorable. Et en fait, j'ai pu passer en L2, du coup, biotechnologie pour la santé. Du coup, en fait, en voyant un petit peu comment ça se passait à l'hôpital, pour y avoir été confrontée, je me suis dit finalement, en fait, ce sera pas pour moi. Ouais. Clairement, je suis hyper empathique et du Mm. coup, c'était hyper compliqué. Franchement, je voyais bah, des enfants malades, des choses comme ça. Je me suis dit, je ne peux pas, moi, dans mon quotidien, bah, être confrontée à ça tous les jours. Il en Parce faut que tu avais et imaginé quoi comme, comme filière après, enfin comme spécialité en médecine? et ben, déjà, je voulais quelque chose d'un peu plus joyeux, donc je m'étais orientée plus sur l'aspect obstétrique. Ok. Donc, gynécologue obstétrique, je me suis dit, bon, en général, tu vois quand même des choses qui sont positives, même si, voilà, il y a des choses enfin, il y a des moments où ça se passe moins bien. Mm. Mais globalement, voilà, je me voyais pas du tout dans un service de réanimation à l'hôpital, Ouais. tu vois, pédiatrique, etc. Néanmoins, je savais qu'en fait, pour arriver à devenir obstétricienne, il fallait que je passe par ce genre de service parce que bah, Faut que tu es tu vois un peu de tout, interne, ouais. ouais, tu vois un peu de tout, donc tu vois des services qui sont compliqués. Et puis, qui allait me dire que j'allais réussir à être obstétricienne? Parce qu'après, c'est pareil, c'est Oui. des concours, des C'est- points, enfin. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, je pourrais pas être dans des services qui sont compliqués. Beaucoup trop d'impact émotionnel pour moi. Mm. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas faire du coup, ouais, obstétrique sage-femme. Mais en fait, je me suis dit, quitte à faire sage-femme, autant faire enfin, autant travailler dans les nouvelles technologies médicales pour aider du coup les patients. Et c'est là où en fait, je me suis dit, finalement, ce que je veux faire, c'est développer des nouvelles technologies bah, de médecine personnalisée pour pouvoir du coup soigner ces patients. Si tu veux, un peu me cacher en fait derrière parce que je verrai pas ces patients-là, Ouais. mais en même temps, je travaillerai pour eux et pour les aider. Pour les aider, ouais. C'est ce Et qui m'a comment motivée après. tu rencontres ça? Parce que c'est quand même pas hyper connu. Enfin, en tout cas, quand t'es pas dans le domaine de la médecine, est-ce que c'est quelque chose dont t'entends parler à un moment donné, ça te fait un déclic? Comment tu rencontres cette filière-là? Et bah, en fait, enfin, tout simplement. À Grenoble, si tu veux, on a donc la bibliothèque de médecine qui est du coup sur le même campus que du coup biotechnologie pour la santé. Et donc, en rencontrant des personnes à la bibliothèque qui faisaient pas médecine, eux, mais qui faisaient du coup cette filière-là, je me suis dit, ah ouais, mais il y a autre chose en fait que vraiment la médecine telle qu'on l'entend, ou être kiné, Ouais. faire du dentaire, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Finalement, c'est quelque chose qui peut peut-être plus me convenir. Je savais que je pouvais aussi rejoindre l'aspect business parce que voilà, l'industrie pharmaceutique, etc.
Et de là, je me suis dit: «Bon, bah, allez, pars là-dedans» et il fallait par contre que j'ai 10 de moyenne pour, OK. arriver à Pour passer la passerelle. directement en L2. Ouais, Mmh. parce que je voulais pas retourner en L1, enfin, clairement. Puis, Oui. en fait, il y avait pas de L1 pour biotechnologie, pour la santé. C'était soit tu faisais médecine, soit, je crois qu'à l'époque, tu pouvais quand même faire bio, mais, donc voilà. Donc j'avais mon but de me dire: «Bah, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui est plus en lien, en fait, avec ma personnalité», parce qu'après, bah, il faut les enchaîner les années, et Ouais. puis aussi, surtout, je me suis dit quand une fois que tu as fait médecine, que tu es diplômée, est-ce que tu as vraiment envie de te reconvertir? Je sais pas. C'est tellement Oui, des parce que années, tu tu avais vois, que toujours ta c'est compliqué. reconversion en tête, en fait? Toujours, ouais, elle est toujours restée, dans un petit coin de ma tête. OK. Ouais, donc tu Mmh. t'es dit: «Est-ce que je vais mettre, 10 ans de ma vie sur pause, pour faire médecine, pour finalement pas faire médecine à la fin?» Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, je sais pas, peut-être que c'est mon modèle familial parce que mes parents n'ont jamais fait le même métier. Mon papa, il a refait ses études quand je suis née. Il est reparti dans plein de choses, il a entrepris aussi, enfin et du coup, j'ai eu ce modèle-là où en fait, on fait pas le même métier toute sa vie. Mmh. Et du coup, je me Ouais. suis dit: «Mince, mais si tu fais médecine, globalement, en général, les gens partent pour toute leur vie dans le même métier». Tu peux changer, de service et tout, on est bien d'accord, mais et ouais, donc j'ai toujours eu, toujours ce petit truc dans ma tête à Ouais. me dire: «Tu feras pas le même métier toute ta vie, ne te prends pas trop la tête». Ah, c'est marrant ça quand même pour cette génération-là, c'était pas évident, mais en effet, si dans ta famille, tu as ce modèle-là aussi, ça ouvre, des portes. Mais c'est vrai que on a plus l'habitude et puis là, les personnes que j'ai interrogées, on est dans les mêmes tranches d'âge en général, donc on a quand même pas mal de similarités au niveau éducationnel, les conventions, croyances et cetera. Et il y a un vrai sujet de, la génération de nos parents, qui, vivent le métier, tu sais, carrière, qui rentrent dans une entreprise, qui restent toute leur carrière, qui évoluent à l'intérieur de cette entreprise en salaire, en mission, en responsabilité, etc. Et c'était un peu ça la norme. Donc je trouve que c'est hyper chouette que toi, tu aies eu un modèle un peu plus ouvert en termes de quantité de métiers différents, d'entreprises différentes, de même l'entrepreneuriat. Tu nous as donné une petite bribe d'information là qui aura certainement son importance. Mais du coup, c'est chouette que tu aies pu avoir une autre vision du travail déjà très tôt, quoi. Où du coup, tu t'es dit, ben, est-ce que je vais me casser la tête à faire 10 ans de médecine si je change de métier dans ma carrière? Et du coup, je pense que ça aide aussi Carrément. à faire des choix finalement. Ah, je pense que c'est clairement ce qui m'aide, mais même encore aujourd'hui, de me dire: «Mais en fait, tout est possible et il y a pas Mm. de chemin qui est tracé». Parce que oui, j'ai vu mes parents le faire, donc forcément, c'est Bah toujours oui, plus ça ouvre des facile, quoi. portes, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mmh. Et du coup, tu fais quand même 5 ans d'études dans un domaine. Là, il n'y a pas de reconversion d'études dans un premier temps. Et tu te lances sur le marché du travail en lien avec ces études-là. Ouais, tout à fait. Non, j'ai pas eu de reconversion pendant mes études. Je me suis dit: «Maintenant que je me suis fait 2 ans de médecine, il va falloir que je mette à profit ce que j'ai appris». Ouais. Clairement, j'étais aussi fatiguée par tout ça et j'avais juste envie d'avancer et de me dire, voilà, c'est déjà long, j'ai pas envie à 40 ans d'être encore dans mes études. Donc là, l'objectif, c'était de rentabiliser sur tout ce que j'avais appris et ouais, j'ai fait une alternance du coup en M2. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait mes études avec toujours ma petite sœur qui était malade et en 2017, elle est décédée. Donc j'étais, en master 1. J'étais en master 1. Enfin, c'était au mois de juillet, donc j'allais Mmh. passer en master 1 et de là, je me suis dit, «En fait, ça va être dur, mais il faut que tu t'accroches, il faut absolument que tu finisses ces études, et que tu en fasses quelque chose, quoi». Et là, je me suis dit: Encore plus». J'avais toujours ce truc en tête Ouais. de se dire: «La vie est imprévisible, on va changer, on va faire plein de choses». Et là, j'ai pris une grosse claque dans la tête en me disant, «Waouh», enfin voilà, ça venait s'ajouter à Mmh. tout ça, mais j'avais pas la force de recommencer parce Ouais. que je me suis dit: «Est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît?» Parce que, sachant que, ouais, j'avais fait quand même des années où j'avais connu les hôpitaux, les enfants malades. Je me suis dit: «Waouh, je suis dans un domaine qui est quand même pas très drôle». Enfin, en tout cas pour moi, qui était lourd Mmh. de sens Bah et oui. cetera. Mais je me suis dit: «Non, en fait, je peux pas, j'ai pas la force de recommencer maintenant». Donc j'ai continué. De là, je suis partie aux US faire un stage, dans un labo. Donc voilà, trop chouette. J'ai vraiment là, pour le coup, vécu un peu pour moi et en rentrant, je me suis dit: «Je ne peux pas re retourner dans un laboratoire. Ce n'est pas fait pour moi», bien que c'était très chouette. Mais je me suis dit: «En fait, c'est trop répétitif», en tout cas pour Mmh. moi, hein, bien sûr. «C'est trop répétitif, j'ai besoin de quelque chose où, bah, il y a plus d'humains derrière, on rencontre plus de personnes, où je vais voyager et cetera». Et je me suis dit: «Bah, oriente-toi vers, l'industrie».
clairement. Donc là, je me suis dit: «Bah, il va falloir trouver une alternance, un master». Donc j'étais à Miami, enfin j'étais aux US quand, j'ai eu cette réflexion-là. Donc pas facile de me dire: «Bon ben, on fait des entretiens pour postuler à des masters de du coup, orientés du coup business hem et en alternance Ouais, et cherche une alternance». Sachant que, ben, les je voulais rester dans ma région, donc il y avait pas ouais, non plus, 36 entreprises, qui correspondaient à mes choix. Les personnes qui étaient en présentiel, bah, c'était toujours plus facile. Moi, j'étais en visio, avec un décalage horaire de 6 heures, donc un peu ouais. compliqué, mais j'ai réussi à trouver une alternance, dans une Bravo, multinationale, juste à côté de chez moi, dans une trop bien. équipe marketing. Donc trop chouette. Donc de là, j'ai fait donc un master 2 biologie et technique de commercialisation. Donc je restais toujours dans la sphère biologie pour avoir en fait cette double compétence, Mmh. technico-commerciale, Santé, ouais. et biologie. Ouais, tout à fait. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui, j'ai ce double diplôme qui m'a ouvert quand même pas mal de portes, dans le domaine, médical. Et du coup, tu es resté dans c'est cette alternance qui ensuite, dans laquelle tu es resté pour ton premier CDI. Je sais pas si c'était un CDI d'ailleurs. Ouais, donc du coup, j'avais fait une année d'alternance dans l'équipe marketing et Ouais, puis à l'issue de cette année, d'alternance, il y avait pas de poste qui s'ouvrait au marketing. Donc je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire?» Et dans l'entreprise, il y avait un poste de vente, qui s'est ouvert, donc un poste trop chouette, industrie, pharma et cosmétique. Je me suis dit: «Bah, vas-y, postule». Le poste était assez, élevé en niveau de compétences, mais je me suis dit: «Bon, qui ne t'entraîne à rien?» Et finalement, j'ai eu ce poste, donc j'ai fait ça pendant 6 mois. Je remplaçais quelqu'un en congé mat ok. et c'était chouette, mais j'avais pas cet aspect stratégie qui me plaisait beaucoup parce que quand tu es sur le terrain, ben, tu vas chercher de la vente et cetera. Donc j'avais cet aspect humain, mais j'avais tout l'aspect stratégique qui me manquait vraiment et ben, comme quoi la vie est bien faite. À l'issue de ces 6 mois, mon ancienne chef m'appelle et me dit: «Écoute, Céline, j'ai un poste qui s'ouvre en marketing, est-ce que, ça te conviendrait?» Et donc de là, je dis: «Bah, ouais, je reviens à mon cœur, à mon métier de cœur» et donc je postule et je commence, au mois de février 2020, donc juste avant le covid. J'avais la chance de Ouais. connaître déjà l'équipe parce que ça a pas Oui. été facile du tout. Ouais, ouais, de faire tout à Hem distance après. Ouais, c'est clair et puis, c'est une période qui a été très compliquée parce que du coup, bah, on travaillait pour la santé. Je vais pas revenir sur l'épisode du covid, mais, mmh, la santé a été mise à mal et on a énormément travaillé, ça a été hyper dur donc, Ouais, vous étiez pas au chômage partiel, vous. pas du tout, Mmh. pas du tout et d'ailleurs alors, je vais pas m'en plaindre et alors, je compare pas du tout aux personnes, qui étaient dans les hôpitaux et tout, enfin aux soignants, pas du tout, mais c'était dur des fois de voir des personnes justement qui, elles, étaient au chômage partiel ou des fois Mmh. étaient payées à 100 à entre guillemets «à rien faire» parce qu'elles pouvaient Ouais. rien faire et j'étais un peu en me disant, un peu, j'avais si tu veux ce sentiment de me dire: «Bon, bah, en même temps moi je travaille pour quelque chose qui est hyper utile aujourd'hui» Ouais. et clairement Ça a j'avais du ce sentiment sens. d'appartenance, voilà, en me disant Mmh. vraiment ça a du sens et c'est ça que je veux faire dans ma vie et en même temps de me dire, je vois des horreurs tous les jours à la télé, les clients ils enfin je travaillais dans tout ce qui était leucémie, lymphome, VIH. C'est lourd et donc je Mmh. voyais encore des choses difficiles et moralement ça a été un petit peu compliqué, ouais. De Ouais, je veux commencer bien le ma croire. carrière comme ça a été un petit peu compliqué, mais j'étais dans une équipe hyper bienveillante, avec des personnes qui m'ont énormément appris, donc ça m'a quand même aidée à tenir, et à avancer et donc du coup, je suis restée 5 ans 6 ans dans cette équipe. OK. Donc Ouais, donc ouais, finalement, tu as fait, bah, en tout cas, toute ta carrière salariée à ce jour dans la même entreprise, avec à différents postes, mais dans la même entreprise. tout à fait, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qui te décide, parce que tu as commencé en me disant, que c'était une super équipe, que c'était un super poste et que tu adorais tout, mais quand même, il y a eu un changement. Donc qu'est-ce qui te décide? Qu'est-ce qui t'emmène vers ce changement, cette réflexion-là? Et ben, plusieurs choses. 1re chose, c'est que donc j'avais un poste, marketing stratégique. Donc quand j'ai intégré l'équipe en 2020 et puis bon, bah, les entreprises changent un petit peu et l'orientation de l'entreprise a un petit peu changé et toute la stratégie est montée plus, à l'Europe. Et donc j'avais un poste qui devenait un peu plus opérationnel Mmh mh. et alors j'ai mis beaucoup de temps à me l'avouer, mais je m'ennuyais.
Mmh. Alors, parce que si des personnes de mon équipe, de mon ancienne équipe écoutent ce podcast, ils vont se dire: «Elle est complètement timbrée». Je m'ennuyais, mon cerveau s'ennuyait parce que Mmh. clairement on n'avait pas le temps de s'ennuyer dans nos journées. Par contre, mon cerveau, il avait vraiment besoin de plus, de se De challenger, stimulation, ouais. d'apprendre ouais, d'apprendre plus de choses et là, j'étais devenue vraiment plus opérationnelle et il en faut pour tout le monde évidemment, mais moi, ça me correspondait moins Mmh. et clairement, je me suis dit: «Mais est-ce que j'ai fait toutes ces études pour ça, en fait, pour des choses qui sont plus opérationnelles?» Je connaissais ça faisait 6 ans quand même que j'étais dans mon poste, donc je connaissais bien mon poste. J'avais eu des opportunités de changer, mais je me suis dit: «Finalement, ça reste à peu près la même chose. On change de produit si tu veux ou d'unité, mais ça reste, le même métier et dans la même société». J'avais envie de nouveaux challenges, en fait, clairement. Alors que c'est vrai que peut-être que tu as plein de personnes au à ton micro qui te diront, elles avaient envie, de plus de salaire, d'autres choses. J'ai eu une personne qui nous a parlé, alors je sais pas si ça va te parler aussi, mais de bore-out, donc d'épuisement. Alors c'est comme le burn-out, mais l'ennui justement, le manque de stimulation, et on en vient à avoir sensiblement les mêmes symptômes que le burn-out, parce qu'au final il y a côté épuisement professionnel, manque de reconnaissance, etc. Et on peut se sentir aussi très fatigué, alors que on n'est pas assez stimulé, mais ça peut engendrer la même chose. Donc ça me fait penser à ça quand tu me dis, bah voilà, moi je m'ennuyais, alors que le quotidien fait que t'as pas le temps de t'ennuyer, mais le cerveau, lui, il s'ennuie, il a besoin de plus. Et donc si tu tires sur la corde, ça peut amener à des situations comme le burn-out, mais qui s'appelle le bore-out. Et complètement et en fait, j'ai suivi une thérapie, donc c'est là qu'on a évoqué effectivement, le burn-out. C'est hyper dur en fait de se dire qu'on est dans cette situation-là. Encore plus que le burn-out, j'ai envie de te dire, parce qu'on est dans un rythme qui s'arrête jamais. Donc, Mhm. dire que tu t'ennuies, les gens vont te dire, ouais, elle est pas normale. Et pour autant, toi, ça va pas. Et en fait, c'est hyper dur de te dire, mais pourquoi? Parce que t'as tout ce qu'il te faut. Enfin, franchement, j'avais un super salaire, j'avais une voiture de fonction, j'avais une équipe de ouf, je voyageais partout en Europe. Je me dis, mais tout le monde rêverait d'avoir ma place. Enfin, franchement. En plus, bah, on a vu, voilà, la société, il y a eu l'inflation, il y a eu plein de choses qui ont été difficiles pour les personnes. Et clairement, moi, je vivais pas ces difficultés-là. J'avais vraiment ce sentiment de me dire, mais je suis qui, entre guillemets, pour dire que je veux pas ça, quoi. Et que moi, mon cerveau s'ennuie de ça. Et Ouais, et du coup, tu t'aides pas non plus parce que tu te laisses pas la liberté de vivre ce truc difficile, puisque tu, en théorie, n'aurais pas le droit de le vivre difficilement, parce que des gens qui seraient plus heureux dans ta situation. Mais c'est ce qui fait qu'on est aussi individuel, unique, et qu'il y a des choses qui nous conviennent à nous et pas à d'autres. Et si on se compare à une situation plus pire que la nôtre, bah, on va toujours se dire, ah, mais elle est géniale notre situation. Mais sauf que ben, même si elle est géniale sur le papier, si elle ne nous convient pas, bah, elle est pas géniale en fait. Mais c'est tout à fait ça. Mais franchement, j'ai mis bien 2 ans à me rendre compte. Et c'est au moment où clairement mon cerveau a dit stop, quoi. Je pouvais plus du tout. Et en fait, le fait qu'il s'ennuie au travail me faisait ressortir toutes les choses difficiles du deuil de ma sœur que j'avais Mm. pas fait en fait encore. Et donc, ben, je tournais en rond sur des idées hyper sombres, des choses très difficiles. Et en fait, à un moment, j'ai dit là, il en va de ma survie de faire quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, en fait, aujourd'hui, ce qui me tient dans mon travail, c'était aussi l'argent et le cadre, le fait Cadre d'avoir de vie. socialement réussi. Ouais. On met des guillemets parce que aujourd'hui, socialement réussi, on pourrait revenir dessus, mais et c'est de se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais redescendre clairement dans la hiérarchie de vie en devenant, entre guillemets, plus personne parce que j'aurais plus rien à faire. Mais ça devenait vital et donc en fait, j'ai pas trop eu le choix que de me dire, bah tente en fait, t'as 30 ans, enfin j'avais pas encore 30 ans, mais t'as presque 30 ans, la vie elle est devant toi, au pire, t'as cette expérience, t'as ton diplôme. J'avais mon parachute en fait derrière toujours à me dire, bon Mhm. bah t'as pas fait tout ça pour rien, c'est pas grave, Oui, c'est pas essaye de perdu. faire autre chose. Non, c'est clair, essaye de faire autre chose Mhm. et j'étais contrainte de le faire clairement parce que j'arrivais plus du tout à avancer En et fait, ma tu as thérapeute. réussi finalement à sortir des croyances et des conventions et de ce qui est socialement ou sociétalement accepté, ou normal en tout cas,
et toi, tu t'es dit: «Bah, finalement, je me reconnais pas dans ce schéma», même si ça prend du temps parce que c'est difficile de sortir de ce qui est, la norme, en fait et de ce que tu as toujours connu et de ce que les gens, partagent entre eux, et c'est dur de dire: «Bah, en fait, non, il y a pas que ça» et puis si je sors de la norme, je sors de ce qui est, de ce qui me lie aux autres et donc il y a aussi potentiellement une peur du rejet, de te dire: «Bah, en fait, si je fais pas comme tout le monde ou si je fais pas ce qu'on attend de moi, je vais plus appartenir» et l'être humain, il a quand même un énorme besoin d'appartenance, de se sentir, bah, dans un groupe et accepté socialement. On est des êtres sociaux, donc on peut pas, évoluer seul et du coup, forcément, bah, il y a un peu ce truc de tiraillement, parce qu'en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, de me dire, bah, si je sors de la voie traditionnelle de j'ai fait 5 ans d'études, j'ai signé un CDI et je suis, waouh, là, c'est le truc ultime et j'appelle mes parents, ouais, ils sont trop fiers de moi, tout le monde est fier de moi, super, et je continue là-dedans, sauf que moi, je vais pas bien. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je privilégie ma santé mentale ou je privilégie ce qu'on a projeté sur moi comme attente et ce que la société attend de moi? Bah, j'ai Hyper fait mon dur. choix. Ouais, non, Mais oui, mais hyper dur. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis et moi j'ai eu hyper peur, je dur. me suis dit: «Mais je vais me faire rejeter même par mes propres parents, ils vont me renier, quoi». Moi, j'avais Bah, c'est vraiment un peur de ça peu aussi, hein. ouais, c'est un peu le regard des autres aussi, te dire, Complètement. tu vois, tu as réussi et j'avais toujours, entre guillemets, «réussi à faire ce que je voulais». Donc voilà et je me dis: «Bah, là, j'ai réussi à tout cocher et je vais tout abandonner». Ouais. C'était presque un abandon, tu vois? Te dire: «Mais en fait, c'est quoi mon but dans la vie? C'est d'aller tout cocher et après de tout recommencer à zéro. Bon, ça peut être un challenge à chaque fois, tu vois? Mais ouais, de dire, de quoi vont enfin, qu'est-ce que les autres vont dire de ça, quoi? Mmh. Ils vont se dire: «Tu complètement folle, t'as tout ce qu'on voudrait» et en même temps, à un moment, on m'a dit: «Mais tu sais, Céline, il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours à leur faim. Toi, tu manges tous les jours à ta faim». Parce que en fait, je pensais trop aux autres parce que je me disais: «Mais il y en a qui ont pas, ma situation, il y Mmh. en a qui galèrent tous les mois» et ils m'ont dit: «Bah ouais, mais» enfin, c'est bête, tu vois? Mais ils m'ont dit, «Ils mangent tous les jours». Ils mangent pas tous les jours, pardon. «Toi, tu manges?» Je dis: «Bah ouais». Ils m'ont dit: «Bah, en fait, tu peux pas te comparer, à tout le monde et à toute la misère du monde et à un moment, faut penser à soi» Et oui. et Et puis ça changerait rien que toi, tu restes dans une situation qui est dite privilégiée, normale ou, enviée, mais que tu sois pas heureuse dedans, ça changerait rien pour les personnes qui ne mangent pas tous les jours. C'est pas ça qui non, c'est clair, viendra ouais. changer leur situation. Donc, enfin, c'est comparer l'incomparable finalement, quoi. Non, c'est clair, mais voilà, enfin, je trouve que dans la société, on n'en parle pas assez souvent, en fait, et on le voit de plus en plus, enfin, en tout cas pour notre génération, Ouais. de personnes, enfin, moi, j'en ai plein autour de moi qui ont changé de Mmh. cap, après, 5-6 ans de travail, même pas et je pense que, ouais, soit on a eu un souci dans la manière de voir les études et on a été trop poussé justement Mmh. à faire des master 2, parce qu'il fallait les faire et finalement, il y a des métiers plus manuels qui nous auraient plu, soit autre chose et on s'est pas trop posé de questions et ouais, Bah, je je pense que pense c'est aussi que c'est difficile. dur à 17, 18 ans, choisir ce que tu vas faire de ta vie alors que tu connais pas ce Mmh. qui se passe comme métier, et en plus, nous, à notre époque, comme si on était, très vieilles, mais ça a quand même énormément évolué depuis qu'on est sortis Ouais, du lycée. Mais à notre époque, on privilégiait beaucoup, les filières scientifiques et beaucoup moins les filières professionnalisantes. Alors que là, moi, clairement. avec le recul que j'ai aujourd'hui, tu vois, j'aurais peut-être pas fait ES, j'aurais peut-être fait STMG, qui était beaucoup plus en lien avec finalement ce que moi j'avais envie de faire après. Ça m'a pas empêché de faire ce que je voulais et puis de remanier mon parcours, etc. Parce qu'on n'est jamais enfermé. Il y a que nous-mêmes qui nous enfermons dans une case finalement, mais on a toujours une possibilité de trouver une solution pour sortir si jamais c'est notre souhait. Mais le fait est que on n'est pas du tout préparé à la vie professionnelle. C'est pas le stage de troisième qui va nous faire savoir ce qu'on va faire de notre vie. Voilà, donc il y a aussi un vrai truc on demande à des ados très jeunes adultes de choisir ce qu'ils vont faire comme études pour amener à un métier qui sera le métier de leur vie. Donc je trouve que si on a une approche un peu plus, bah, comme celle que toi tu as eue par exemple, de te dire ben t'es pas obligé de faire le même métier toute ta vie. En fait là tu fais un choix avec les informations que tu as à date et à 17, 18 ans, tu as peu d'informations, en tout cas tu n'as pas toute l'étendue de ce qui existe et ce qu'il est possible de faire. Donc tu peux pas savoir ce que tu vas faire toute ta vie avec ça. Par contre, tu peux faire un premier choix, un premier Mmh. pas en disant bah là avec ce que je sais de moi et ce que je sais du monde du travail, je vais me diriger plutôt vers ça, mais je garde en tête qu'il sera possible de me réorienter à tout moment, que ce soit pendant les études si je me rends compte que ça me plaît pas, ou que ce soit après, même limite à la sortie. Enfin, il y en a qui sont diplômés et qui disent mais je vais pas du tout travailler dans mon domaine d'études, ça ne me plaît pas. Donc en fait, c'est plutôt, moi je dirais, de normaliser le fait qu'on peut se tromper, on peut changer de voie à tout âge, à tout moment, pendant les études, après la première année, après la dernière année, peu importe.
et c'est de pas rester dans un truc qui nous convient pas, en fait, surtout. Non, c'est clair et puis on évolue, en fait. Nos besoins Ouais, évoluent, complètement. nos envies, non, mais ça, c'est sûr et Mmh. c'est pas une fin en soi que de changer. Enfin, clairement, au contraire, C'est le début. j'encourage toute C'est plein personne, de mais débuts. c'est clair et à la limite, plus on a de vie, plus on s'éclate et mieux c'est. Enfin, franchement, voilà, la vie m'a appris qu'à tout moment, tu peux partir et c'est ça aussi qui m'a fait, me dire: «Mais en fait, attends, tu la première à dire qu'il faut profiter de la vie parce qu'elle est imprévisible et qu'elle Mmh. fait mal et là, tu t'encroutes dans un truc où clairement, tu pas bien, quoi». Et tu vois, tu parlais des stages de troisième et tout, non, c'est clairement pas là qu'on va, savoir ce qu'on veut faire, mais j'irai plus loin en disant qu'il faut aussi savoir ce qu'on veut pas faire. Ouais. Parce que des fois, on idéalise des métiers, des choses, en disant: «Bah, ça va être trop bien». On connaît pas, donc on peut pas vraiment, se jeter la pierre de se dire: «Bon, bah, j'ai idéalisé quelque chose qui ne l'est pas». Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on veut pas faire, quoi. Ouais. Parce que, après, quand tu te retrouves dans des tâches, bah, que chacun est différent, mais que clairement, où tu t'épanouis pas, franchement, il y a rien de pire, quoi. Et au-delà de dire: «Je fais le métier de mes rêves», surtout ne fais pas le métier que tu ne veux pas faire. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et puis c'est souvent plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas Mmh, plutôt que ce qu'on veut. Donc c'est hyper intéressant de le voir dans ce sens-là. Et c'est vrai que moi, dans ce que je fais dans les bilans de compétences, il y a beaucoup de personnes qui, quand on se rencontre pour la première fois, me disent, je sais pas du tout ce que je veux faire. Par contre, je sais ce que je veux pas. Et c'est un super bon point de départ aussi. Parce que ça ah permet clairement. déjà d'écrémer et d'enlever des possibilités parce que c'est des critères rédhibitoires, quoi. Mais clairement, bah, tu vois, mon expérience du coup, en tant que salariée m'a appris ce que je voulais pas faire Ouais, et ce que j'aimais et ce que ouais. clairement je voulais plus et du coup, à moi de faire en sorte de plus l'avoir. Après, on est dans le monde du travail, on est conscient aussi qu'il y a toujours des choses que tu aimes pas faire. Enfin, tu vois, là, je me lance à mon compte, dire que j'aime pas la compta, bon, bah, je vais devoir y passer, quoi. Enfin, Ouais. voilà, tout n'est Oui, oui, pas, rose et bisounours, mais il y a des proportions à avoir. c'est ça. Et quand tu fais plus de choses que tu n'aimes pas, c'est pas viable et en fait, après tu mal, ça se ressent sur ton quotidien, sur ta vie perso et puis même au travail en fait. Après, Ouais. d'être pas épanoui franchement, Bah oui, puis ça se ressent sur tous tes domaines de vie. C'est mmh, vraiment ça. C'est comme un parasite, ça se propage, quoi. c'est clair, c'est Et il clair. y a un truc qu'on dit qu'on dit souvent sur le podcast, c'est que tu as soulevé aussi, c'est en fait le fait de choisir ses contraintes et de les accepter. D'avoir un bon équilibre entre, en effet, ce que tu aimes faire, mais il y a aucun métier qui sera 100% idéal de toutes les façons. Aucun métier ne cochera toutes les cases. Même un métier dit passion, parce que la Mmh. passion, c'est bien, mais la passion, c'est éphémère, ça ne dure qu'un temps. Donc derrière, il faut que les contraintes de ton métier soient suffisamment acceptables pour toi pour que ça reste équilibré positivement, en fait. Donc c'est ce que tu dis, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses qui sont plus difficiles. On a plein de métiers différents. On n'a pas que notre expertise métier à nous, mais on a aussi d'autres casquettes. Et dans ces casquettes-là, il y en a certainement sur lesquelles on est moins intéressé, voire moins performant, efficace. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. Est-ce que je peux déléguer les choses? Pourquoi pas? Mmh. Mais en tout cas, le fait est que il y a des contraintes quand même. C'est pas la Ah bah, liberté ouais. absolue, c'est pas tout rose, tout rose. C'est pas parce que mauvaise expérience dans le salariat que l'entrepreneuriat est une solution aussi. Ça, je le dis, je le répète. C'est pas une Mmh. solution à toutes les contraintes qu'on pourrait avoir dans le salariat. L'entrepreneuriat n'est pas forcément la solution. Ah non, c'est clair. C'est clair et même j'irai plus loin, c'est dire que c'est plus dur, que le salariat, clairement et c'est pas fait pour tout le monde et au-delà de ça, il faut vraiment au-delà du métier passion, il faut aussi avoir un semblant de réflexion, de se dire: «Est-ce que je vais pouvoir vivre ma vie, gagner ma vie avec l'entrepreneuriat?» parce que, c'est ce qui m'a amené aussi du coup, après à ma troisième vie là, de ce que je vais faire, du métier dans lequel je vais me lancer, mais c'est de se dire, en fait, tu as plein de gens qui veulent se lancer parce qu'aujourd'hui je sais pas, en 10 minutes, tu crées ta société. Ça coûte, Mhm. C'est 1,30 €. facile, Enfin, ouais. franchement, c'est pour le coup, on est hyper chanceux. Mais c'est hyper facile, donc tout le monde peut le faire. Mais le truc, c'est que tu en as plein qui idéalisent justement en se disant, «Ah bah, je vais rien faire de mes journées» ou, justement: «Tout va tomber, l'argent va tomber du ciel». En fait, ça marche pas comme ça, quoi. Et moi, j'ai peur de la génération qui va arriver et qui voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et qui n'a pas Mhm. vraiment, finalement conscience du travail que ça demande et de l'organisation et des compétences qu'il faut avoir aussi pour pouvoir mener à bien
un projet et vivre, en fait, après décemment quand même avec, quoi. C'est quand Et même c'est pour l'objectif. ça qu'aussi que j'avais envie de faire ce podcast pour montrer aux gens qu'en effet, il y a plein de situations différentes et qu'il y a plein de choses qui sont possibles quand on s'en donne les moyens, mais aussi pour désacraliser l'entrepreneuriat. On ne gagne pas 10 000 € par mois en travaillant 2 heures par jour et en vendant un produit digital à 37 €. Non. Ouais, Sinon, ce serait trop merci. facile. Et on le ferait tous. Merci parce que je t'assure que ça m'agace de voir ça sur les réseaux tout le temps en continu, gagne 10 000 € par mois en 2 jours. Non mais les gars, en fait, sinon moi, tous mes chefs qui travaillent, corps et âme, en multinationale, ils arrêteraient et ils feraient de l'entrepreneuriat et ils feraient ça, en fait. Enfin, il y Bah en a après, ce qui qu'ils disent arrivent pas, et c'est que pour arriver à potentiellement ce résultat-là, ils sont passés par plein d'étapes avant, qu'ils ont construit une communauté ultra engagée, qu'ils ont prouvé leur expertise et que en effet, derrière, ils ont construit un truc qui est solide et qui du coup, quand ils mettent en vente un nouveau produit, il est attendu et donc il est acheté. Maintenant, si nous, on se lance avec 0 abonné, ça va être très compliqué de faire 10 000 € en 2 jours. Et en plus, ce qu'ils ne disent pas non plus, c'est qu'on me parle de 10 000 € de chiffre d'affaires. Ce n'est pas du salaire, donc c'est pas la même chose non plus. Mais bon, ça c'est c'est un clair. autre sujet. Mais voilà, attention à Mais ouais, ça. Et ouais. c'est aussi pour ça que moi, j'ai envie d'interroger des personnes qui peuvent raconter leur histoire, parce qu'il y a à la fois ce côté, on peut casser les codes, on peut sortir de nos croyances et des cases dans lesquelles on s'est enfermé ou dans lesquelles on nous a enfermés, parce que parfois, bah, on se rend pas compte, mais c'est pas nos choix. Mais que ça demande du travail, des efforts, des contraintes à accepter et que c'est pas forcément la solution pour tout le monde de se lancer dans l'entrepreneuriat en tout cas. Non, c'est clair et puis, pour clôturer après sur l'entrepreneuriat, mais tu vois, typiquement, je me sens moins libre aujourd'hui que je ne l'étais dans le salariat. Alors Mmh. j'entends, voilà, une question de liberté, on met pas forcément les mêmes choses derrière, mais aujourd'hui, je travaille, tous les jours, week-end compris, jusqu'à très tard le soir. Ça ne m'arrivait pas de travailler autant, en tout cas, en tant que salariée. J'avais un salaire, très bon qui tombait tous les mois, j'avais ma voiture de fonction, je voyageais. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, Mmh. peut-être qu'à un moment ce sera le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas la liberté de se dire: «En fait, je fais ce que je veux, je vais jouer au tennis, tous les aprèm». Bah, si tu fais ça effectivement, ou tout dépend après de ce que tu envisages d'avoir comme chiffre d'affaires. Mais, c'est autre chose, mais voilà. Mmh. Oui, et puis c'est vrai qu'aussi quand on démarre, c'est ça aussi que ne disent pas ces fameux posts-là sur les réseaux, mais c'est que quand on démarre, on peut pas, enfin c'est vraiment très difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment très difficile d'avoir et la liberté organisationnelle et la liberté géographique et la liberté financière quand on démarre, parce qu'on démarre de zéro. Et comme tu le dis, important de le rappeler, notre salaire il tombe que si on travaille et qu'on génère notre chiffre d'affaires. Donc si on ne travaille pas ou qu'on travaille peu, et ben, ça aura des conséquences sur notre chiffre d'affaires et sur le salaire qu'on va se verser. Donc ça, oui, c'est à prendre en compte et bien préparer son projet. Si on revient du coup sur toi et comment tu te lances du coup dans l'entrepreneuriat, donc là, tu te rends compte, tu prends 2 ans pour te rendre compte de ce bore-out. Et une fois que tu as pris conscience de ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a plus de retour en arrière. Je me dis: «En fait, il faut que je quitte cette société». Alors j'ai beaucoup pleuré, tu vois? Pour la quitter parce que clairement, j'y suis très attachée et encore aujourd'hui, hein, alors, mais c'était vital donc je quitte cette société. Je pars en novembre, du coup, 2024 et j'ai en tête de me lancer dans l'architecture d'intérieur. Je voulais retrouver ma Mmh. créativité et tout, enfin vraiment Tu c'était, ça voilà. tu l'as pas quitté quoi, c'était toujours là en toile de fond. C'est clair et voilà, je me dis: «C'est ce qui me correspond, j'ai besoin de tester pour voir si ça me plaît», donc je me forme à l'architecture d'intérieur, sachant que je l'ai pas dit, mais j'étais inscrite déjà il y a 2 ans, à cette formation. Hyper compliqué de faire les 2 en même temps, en tout cas pour moi, donc j'ai pas bien avancé et là, je me suis dit: «Je m'y mets à fond et tout» et je me lance, en tant que, du coup, architecte d'intérieur. Donc me voilà partie sur cette nouvelle, vie. Donc de là, je fais mes études que je termine là, que je suis en train de terminer et je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc là, c'est clairement pas, je vais aller en agence ou je vais trouver un patron, c'est quitte à me lancer et faire quelque chose pour moi, c'est, Mmh. full pour moi et j'y vais à fond. J'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur parce qu'encore une fois, bah, j'ai mon petit filet de sécurité si jamais.
mais c'est pas quelque chose que j'envisage en me disant facilité, je vais retourner Mmh. par exemple où je travaillais. Mais voilà, je me dis au pire, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, c'est un peu ma devise. Et puis 100% de ceux qui ont réussi ont essayé. Donc voilà, C'est qu'il peut sûr. rien m'arriver. Voilà. Et puis en fait, retournement un peu de situation, c'est que donc je fais des événements en tant qu'archi d'intérieur, où je rencontre donc plein de personnes qui se sont lancées dans le business et tout. Et là, j'avoue que je tombe un peu des nues parce que je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui sont hyper douées dans ce qu'elles font, etc. Mais qui vraiment côté business, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Déjà, bon, au-delà de leur chiffre d'affaires, etc., c'est que elles sont pas formées en fait au marketing, à la Mmh. stratégie, même calculer un chiffre d'affaires, une évolution du marché, enfin bref, tout ça. Ah bah, c'est sûr que si on n'a pas fait des études, dans le commerce, c'est pas des choses qu'on sait de base. Mais bêtement, en fait, je pensais que toutes les personnes enfin, qui se lançaient dans l'entrepreneuriat étaient formées en fait pour ça. Ouais. Mais je me suis mis des œillères, tu vois. Enfin, tu vois, et c'est Mmh. pas du tout, si tu veux, c'est pas un jugement par rapport à ces personnes-là. Bien au contraire, c'est C'est plus, un constat, quoi. ouais, c'est ça. Et je me suis dit, mais attends, mais ces personnes, elles ont des super idées, elles sont brillantes. Et en fait, elles y arrivent pas juste parce que, bah, elles ont pas les moyens de le faire. Mmh. C'est pas une question de talent ou autre, c'est vraiment une question de stratégie, de marketing, je mets même pas la communication là-dedans, je parle vraiment de tout ce qui est business plan et tout. Et de là, je me suis dit, ah non, mais je ne peux pas laisser ces personnes-là se prendre un mur, en gros. Clairement, c'était pas possible. Et j'ai remis ma casquette marketing, en fait, et je me suis dit, bah, je vais les aider. Et j'aime trop ça. Et j'aime trop ça. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'aimais ce que je faisais. Mmh. C'était juste le salariat, je pense, qui ne me correspondait plus. Et Et là, donc, du coup, tu aides des personnes qui sont toujours dans le domaine de la santé ou pas forcément? non, du tout. Non, non, OK. du tout. Toute personne, finalement, en fait, tes stratégies, que tu vendes, des colliers, des pneus, de la santé, ça reste des mêmes techniques marketing et stratégiques à appliquer. Donc là, c'est vraiment ouvert à tous. Mais j'ai vraiment à cœur que ces personnes-là démystifient un petit peu ce côté-là, parce qu'il fait peur à beaucoup de personnes. Alors que franchement, il y a des étapes qui sont faciles à suivre une fois que tu les connais et qui te permettent vraiment d'améliorer finalement ben, ton quotidien, même à toi, parce que du coup, tu te décharges de plein de choses et de plein de soucis business. Et du coup, je me suis dit, attends, mais j'ai voulu me reconvertir, finalement, je repars dans le métier que je faisais avant, mais où est la logique? Et finalement, je me dis, bah, je vais faire les deux. Je vais faire OK. les deux. En tout cas, je vais me laisser la possibilité de faire les deux et je verrai où je prends le plus de plaisir, Mmh. où je m'amuse le plus. J'ai une petite idée dans le sens où j'adore le côté humain et je pense que vraiment d'accompagner des personnes, c'est ce qui me plaît profondément. Oui, donc tu le retrouves Mais des 2 côtés, quoi. Que ce soit par le ouais, marketing ou par l'archi d'intérieur, tu aides les gens, en fait. C'est c'est pas ça, les mêmes, le sur le même sujet, mais ça reste du contact humain. c'est ça. C'est ça. Et puis voilà, en fait, je me dis, mais encore une fois, hein, qui ne tente rien n'a rien. Teste, fais en sorte que tes journées se passent bien et surtout que tu as un impact sur les personnes. Je veux Mmh. pas faire des choses pour dire de faire des choses et je veux vraiment aider les personnes et que voilà, qu'elles se sentent bien et que j'ai un impact. Je travaillais dans la santé, donc j'avais un impact sur les personnes et j'ai vraiment envie de retrouver cet Mmh. impact-là après, qui sera pas le même, on est bien d'accord. Mais d'aider des personnes, ouais, c'est ce qui me tient à cœur. Et comment tu t'organises étant donné que tu as du coup 2 activités qui sont quand même différentes, avec 2 cibles différentes? C'est, moi j'accompagne aussi des entrepreneurs qui se lancent et c'est un truc que je déconseille aux entrepreneurs que j'accompagne, de démarrer 2 activités en même temps et 2 cibles en même temps. Alors je dis pas que c'est pas faisable, mais c'est vrai que quand on se lance, moi je leur, conseille plutôt de démarrer par un premier projet, quitte à ce que le deuxième se lance, dans la foulée, plus ou moins rapidement, mais parce que quand tu divises du coup ton temps et ton énergie dans 2 projets, bah, les 2 vont pas pouvoir avancer au même rythme que si tu étais à 100% dans les 2. Après, il faut faire un choix en connaissance de cause et avec les contraintes comme on en a parlé tout à l'heure. Mais du coup, ça peut être très intéressant que tu nous expliques, toi, vu que tu as fait ce choix, comment tu t'organises, comment ça se matérialise dans tes journées, comment tu gères cette double casquette?
Alors, je vais te rejoindre. Je conseille pas de faire ce que j'ai fait, clairement, parce que bah du coup, c'est des journées à rallonge. Et au-delà d'avoir des journées à rallonge, c'est effectivement, tu as l'impression que tu mets une pierre d'un côté, une pierre de l'autre, mais que ton mur, en fait, il grandit pas. Donc, c'est un peu frustrant. C'est un Clairement, peu là, je comme me lire deux dis, livres en même temps, en fait. ouais, Tu finis ni l'un ni l'autre, mais t'avances, t'as l'impression d'avancer, t'as l'impression de beaucoup lire, mais pas beaucoup avancer, et tu vois pas trop le. Je dis ça parce que c'est ce que je vis en ce moment. Je lis deux c'est livres en même clair. temps. Donc, Non, non, mais c'est hyper frustrant et tu vois, j'ai hâte de sortir de cette zone-là en me Ouais, disant, parce que là, du coup, j'ai mis de côté, du coup, ma formation d'archi parce que je suis partie à fond en me disant, ah non, mais là, il y a trop quelque chose à faire, il faut absolument que je me mette ouais. sur aider les personnes et tout et tout. Et donc, si tu veux, je me suis lancée sur le fond de mon business. Alors, c'était entre guillemets facile pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai fait et refait et fait et refait. Mhm. Donc, il Je fallait connais. juste que je trouve la forme. Ce qui n'est pas facile. Mais du coup, j'ai passé un bon mois et demi sur le fond. Donc là, j'ai tout structuré et tout. Mais clairement, je pouvais pas faire l'archi en même temps. C'est pas T'as possible. priorisé, du coup, finalement. Ouais, alors j'ai mal priorisé Ah. parce que ma formation d'archi se termine le 14 octobre et donc il faut absolument que je la termine Ouais. avant le 14 octobre. Donc j'aurais dû finir d'abord l'archi et après commencer le business. Mais je suis un peu à l'instinct à me dire bah là je suis dans ma zone de génie, j'ai trop envie Bah d'avancer oui. et c'est ce qui me motive et du coup je le fais comme ça. Bon, encore une fois, c'est pas un conseil que je donnerais parce que on s'éparpille et à trop s'éparpiller, c'est compliqué et t'as envie de faire 1000 choses à la fois. Et du coup, voilà, c'est frustrant. Donc aujourd'hui, là, je dois reprendre ma formation d'archi. Donc j'essaye de faire matinée archi ou l'inverse, matinée business Mhm. après archi pour me dire en fait, bah là, entre guillemets, j'ai plus le choix. Tu donnes Et du il va temps, ouais, falloir aux deux. que je délivre, ouais, il va falloir que je délivre les deux et que bah, j'y arrive quoi. Donc frustration encore une fois, mais j'essaye de découper du coup mes journées pour faire un peu de tout et essayer de le faire bien. C'est un parti pris. Je pense aussi Ouais. que qu'il faut commencer par une activité et bien la faire, après lancer une autre. Là où, entre guillemets, j'ai eu de la chance, c'est que la partie business, je la connais. Donc, si tu veux, ça me demande quand même moins d'investissement que la partie archi, où là, il faut que je me forme. Enfin, c'est quand même des journées qui sont plus compliquées parce que bah, je découvre des C'est tout choses. nouveau, donc ça prend aussi beaucoup Ouais, d'espace dans le cerveau, quoi. c'est ça, beaucoup plus de temps, tu vois, pour faire un design, je prends beaucoup plus de temps que pour t'expliquer un principe marketing. Donc c'est cette chance, j'ai eu cette chance-là. Néanmoins, il faut structurer, il faut créer des choses que j'avais jamais créées ailleurs en entreprise, hein, parce que du coup, Bah oui, tu dois tout faire, créer c'est des tout, comptes pour tu rien toi à la base, facturer, hein? ah non, non, des comptes, enfin, tu vois, voilà. Donc c'est des choses où l'administratif, en fait, me prend pas mal de temps. Mmh. Mais j'aime à dire que tout arrive à un moment et que tout se fait et donc que ça se fera voilà, dans le temps imparti qu'il faut et je suis confiante là-dessus. Trop bien. Et du coup, tu nous as beaucoup parlé donc bah, tu te rends compte que par toi-même, tu as l'air d'avoir quand même une grosse analyse de toi-même et de réussir à rebondir en fonction de tes ressentis. Tu parlais d'intuition aussi. Tu nous as parlé brièvement de thérapie. Est-ce que tu te fais accompagner, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau amical, cercle, entourage? Comment se passe cette transition aussi sur bah, qui t'entoure, qui te soutient? Alors pour répondre pour l'entourage, j'ai un entourage incroyable, extraordinaire. Non mais tout le monde m'a soutenue. Enfin après je pense qu'ils ont vu à quel point j'étais mal aussi auparavant, mais mes parents ont été les premiers à me dire mais fonce en fait, mais vas-y éclate-toi. Enfin t'as rien à perdre, tu vas être brillante. Enfin bon voilà les Ah, parents trop un bien. peu. Bah ouais, mais c'est bien. Voilà. Au moins, ils Mais te ouais. poussent, quoi. Donc, c'est hyper positif comme entourage. Et puis d'avoir ça, Mais ça te. clairement. Enfin, au lieu de te dire, ah putain, ils vont me renier, bah, tu te dis, ah, bah, au moins, bon, je sais pas s'ils sont très objectifs, mais ils croient en moi, donc ils m'envoient du positif, quoi. C'est clair. Non, mais franchement, ça m'a énormément aidée et j'ai pris une vague d'amour, mais incroyable, quand j'ai dit à tout le monde que j'allais quitter mon job et même dans ma société, Mhm. enfin, dans laquelle je travaillais, mes Ouais. chefs m'ont encouragée, enfin, mes collègues, enfin, vraiment, ça a été mais incroyable et ça m'a encore plus boostée pour me dire, mais en fait, je suis trop bien entourée et limite, je peux pas les décevoir. Tu vois, à Oui, donc ça l'inverse, peut il y en être a une pression qui, aussi, du coup. oui, mais tu vois, il y en a qui se disent, bah moi, finalement, je veux leur montrer que je vais réussir, qu'ils ont eu Mhm. tort de pas croire en moi. Bah Ouais. moi, c'est limite,
il croit tellement en moi qu'il faut que je réussisse, tu vois. Mais du coup, c'est hyper bienveillant. Mon chéri, pareil, enfin, c'est lui qui m'a aussi poussé à faire ce que je voulais, à m'épanouir et tout, parce que ben, c'est trop important dans la vie et ça a joué sur mon côté perso aussi. Mhm. Donc, entourage, franchement, Tip voilà, top. ouais, je peux que conseiller d'avoir un entourage comme ça et c'est que de la force, de l'amour et trop bien. Et par contre, oui, je me fais accompagner. En fait, j'ai pris la décision de me faire accompagner. Alors, j'avais fait des séances de psy, etc. Au moment du deuil, enfin au moment du décès de ma sœur. Puis j'ai arrêté, puis la vie a repris son cours, etc. Et en fait, bon, toute autre raison, j'ai repris du coup au mois d'avril, donc quand j'ai demandé à partir de ma société. Je Mhm. me sentais vraiment, bon, j'étais au fond du trou, hein, donc j'en avais clairement besoin. J'ai fait de la PNL, enfin je fais toujours de la PNL. Ok. Ça a clairement sauvé ma vie, je pense. Et c'est ça qui m'a permis aussi du coup de mieux me comprendre, de comprendre les Mhm. challenges, ce que j'aimais pas. Et je me fais toujours accompagner. Alors une fréquence un peu plus éloignée, on va dire, parce qu'avant j'étais toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Et là c'est plutôt tous les mois. Mais j'en ai vraiment besoin et je reste accrochée comme une moule à son rocher à ma thérapeute parce que je pense que toute personne a besoin en fait de décharger ce qu'il vit, même si c'est des choses positives en fait, hein, de décharger ce qu'on peut traverser. Ils ont des visions, des points de vue qu'on n'a pas forcément. Et donc ça aide énormément à mon sens vraiment de discuter avec une personne qui est extérieure à son foyer aussi. Voilà, Mhm. parce que bon, nos, les personnes qui nous accompagnent sont très gentilles, elles sont là pour nous, mais c'est pas aussi, ben, C'est pas leur métier non plus, hein, que non, c'est clair. de C'est clair, décharger et nos puis émotions. tu vois, de séparer un petit peu les choses et Mhm. pouvoir dire aussi certaines choses qui nous pèsent. Donc franchement, je conseille aussi de se faire accompagner, même si c'est une fois par mois, ça peut que aider et ça permet aussi des fois de relativiser sur des choses. Mais des fois, j'arrive en me disant, waouh, j'ai mon petit boulet autour du pied et en fait, en 3 mois, je me dis, mais c'est moi qui me le mets toute seule en fait. Ouais, ça Et permet de ouais, prendre du recul sur soi-même, c'est clair. ouais, clairement, Et d'un point de vue un clairement. peu plus pro et business, est-ce que tu as, je sais pas, alors tu t'es formé techniquement au métier d'architecte d'intérieur, mais comme tu disais, à l'entrepreneuriat en tant que tel, même si tu as du coup des bonnes notions, expertise de marketing et de stratégie business, c'est quand même pas exactement la même chose dans le salariat, dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que c'est de l'auto-formation ou autre? Comment toi, tu te renseignes en tout cas sur ce qu'il faut faire pour être dans l'entrepreneuriat? Pour bah, pareil, le commerce dans l'entrepreneuriat, c'est pas le même commerce que dans le salariat. Enfin voilà, est-ce qu'à ce moment-là, toi aussi, tu te fais accompagner sur ces sujets? Je vais le faire. Ok. Je l'ai pas encore fait parce que pour l'instant, j'en ai pas ressenti le besoin, enfin et surtout, clairement, j'avais pas trop le temps aussi de le faire, mais il faut que je me pose pour le faire dans le sens où l'entrepreneuriat évolue tous les Mhm. jours. Et en Ok. fait, parce que j'ai plein d'amis qui sont dans l'entrepreneuriat, donc j'ai plein de témoignages de leur part, etc. Donc ça m'aide aussi à Et ça comprendre aussi, un petit c'est un peu les bon choses. soutien et ça peut aussi te permettre de toi acquérir des compétences par leur expérience à eux. Clairement. Alors par Mm. contre, j'écoute énormément de podcasts, je regarde plein de vidéos, je suis plein de gens qui sont dans l'entrepreneuriat, enfin là-dessus je m'auto-forme, ça c'est sûr. Je suis très autodidacte, donc ça à fond. Mais par contre, je pense que j'aurais besoin après, ouais, d'aller un peu plus loin dans tout ça, même dans la partie coaching et tout. Enfin, je pense qu'on on a tous besoin d'apprendre. Il faut pas Mhm. se reposer sur nos lauriers. Donc là-dessus, j'ai vraiment cette envie de le faire. Néanmoins, voilà, manque de temps. Enfin là, comme je suis sur mes 2 trucs en même temps, je me dis: «Là, Oui, tu es dans il la faut que» construction encore, quoi. C'est après c'est quand tu ça, seras dans une partie peut-être un peu plus opérationnelle à devoir aller vendre tout ça, où là, tu vas en ressentir peut-être plus le besoin. c'est clair. Et là où je te rejoins, c'est que dans le salariat, enfin, quand tu travailles pour une société, tu vends quelque chose qui alors en plus, pour le coup, on était dans une multinationale qui est connue de tous dans la santé. Mhm. Si tu veux, tu donnes le nom de la société, les gens connaissent déjà, tu as pas besoin d'expliquer en quoi c'est bien. Ouais. Alors que là, tu dois te vendre toi, donc tu dois te mettre toi en avant. Les techniques de vente, tu en as qui restent applicables, que ce soit pour des produits ou toi, mais effectivement, il faut déjà que toi, tu aies confiance en toi. Et je trouve que c'est ça le plus difficile et c'est là où il faut se faire le plus accompagner, au-delà des techniques vraiment d'entrepreneuriat, de vente, etc. C'est d'avoir confiance en toi, en ce que tu vends et en tes valeurs et en ce Ouais. que tu veux du coup donner aux gens. Parce que, enfin, pour moi, dès que tu sors de tes valeurs et tu vas à l'encontre, bon, tu vas te prendre un mur aussi. Et donc, c'est vraiment de te dire qu'est-ce qui compte pour moi, pourquoi je le fais,
Et une fois Ah que tu es oui, aligné on est avec ça, d'accord. ouais, c'est de rester aligné en fait. Et je pense que c'est bien d'avoir un avis extérieur pour ça. Et On est d'où le bien d'accord. coaching de coach aussi est intéressant en ce sens. Tout à fait. Ouais, ouais, bah moi c'est vrai que c'est ce que je prône aussi, hein. Les gens commencent à le savoir s'ils ont écouté d'autres épisodes, mais avant de vouloir vendre quoi que ce soit ou se lancer dans n'importe quelle activité professionnelle, pour moi ce qui est le plus important, c'est faire un retour à soi et savoir qui on est profondément, qu'est-ce qui nous motive et comment on a envie de le véhiculer, enfin quel message et comment on a envie de le véhiculer aux autres. Et si t'as pas cette base-là, bah la vente sans ça, sans ce sens, elle sert à rien, à part pour faire du dropshipping ou du MLM et vendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Si par contre, et encore, je pense pas que ce soit très pérenne dans le temps. À mon avis, à un moment Mm. donné, ça se enfin, ça enlève du sens, quoi. Donc, au bout d'un moment, il y a un moment où ça suffit plus. Mais si tu reconnectes avec ce sens profond-là, alors là, enfin, tu peux déplacer des montagnes, quoi, derrière. Ah, mais c'est clair. Et puis, enfin, tu vois, pour faire une petite parenthèse, mais on parle de concurrence. Enfin, t'as beaucoup de gens qui vont se dire, je vais pas me lancer parce qu'il y a trop de concurrence, il y a trop de coachs, il y a trop de tout ce que tu veux, de créateurs, etc. Alors moi, je prends souvent l'exemple des restaurateurs. T'as des restaurants ou des cafés à tous les coins de rue. Mais T'en as oui. qui cartonnent, t'as le voisin qui marche pas. Donc, si tu veux, c'est aussi l'âme que tu y mets et la manière dont tu Mhm. vas amener les choses qui va faire qu'on va te choisir toi et finalement, oui, tu peux proposer plus ou moins le même service que quelqu'un d'autre, mais après, c'est ta personne, c'est la Mhm. confiance que tu vas donner, c'est ta manière d'aborder les choses. Et ça, Ta valeur finalement, t'as pas ajoutée. de... Ouais, c'est ça, et t'as pas de concurrence là-dessus, parce que, ben, Personne n'est il y comme a toi. qu'une Emma, il y a qu'une Céline, tu vois. Et c'est Exactement. ça qu'il faut apprendre aussi, du coup, à mettre en avant, alors sur les réseaux ou autres, mais à te vendre en ce sens-là. Et ça, si tu te connais pas, effectivement, tu peux pas le faire. C'est pas possible. On est bien d'accord. Je pense que du coup, tu as donné pas mal de conseils un peu distillés, mais est-ce que tu aurais on va dire, des principes généraux, des conseils, qu'est-ce que tu dirais en premier à une personne qui te dit: «Ah punaise Céline, j'en peux plus de mon taf, j'ai envie de changer, mais je sais pas trop comment m'y prendre». Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je dirais, mais fonce, mais vas-y. Enfin, déjà, mets-toi dans le mindset que tu vas quitter ce que tu fais, parce que la vie, elle passe. Il y a que le temps qu'on rattrape pas, clairement. Enfin, vraiment. C'est triste parce que, enfin, c'est triste à dire, mais en même temps, c'est vrai. La Mmh. vie, elle passe, et en fait, une journée de plus dans ce que tu fais qui te correspond pas, bah, c'est une journée de plus que tu passes malheureux ou pas en pleine connaissance de toi. Donc, franchement, prends le risque de tester et parce que c'est souvent une croyance qu'on a tous, c'est souvent c'est l'argent. Enfin, Ouais. clairement, hein, on n'ose pas le Bah faire oui, parce bah, on est que dans une société capitaliste, donc forcément, c'est le nerf de la guerre malheureusement. non, mais ouais, et mais moi la première, hein, j'avais peur parce que je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que je vais faire sans argent? Enfin, voilà, comment on vit sans argent? C'est pas possible. Et en fait, une fois qu'on déconstruit ça et qu'on se dit, mais au pire, du pire, du pire, du pire, du pire, j'ai ma solution et on peut toujours trouver de l'argent, vraiment. Et ben, en fait, je me Mmh. dis, tu peux y aller. Et donc, s'il y a un conseil à te donner, c'est travaille sur tes croyances qui te limitent à te lancer. Très souvent, c'est l'argent. Voilà. Et une fois que tu as déconstruit ça, en fait, tu te dis, j'ai plus peur de rien. Ouais, Et tout quoi est qu'il va se possible. passer, en fait, même si je galère, parce que oui, c'est pas forcément facile, hein, et ben, je peux trouver de l'argent, je peux payer mon loyer. Enfin, tu trouves un travail à côté s'il faut. Enfin, en fait, quand tu veux vraiment quelque chose au plus profond de toi, tu y arrives. Et c'est vraiment, voilà, de croire en toi, de déconstruire tes croyances limitantes et surtout de te lancer. Parce que plus tu retardes les choses, en fait, ben, plus tu vas te sentir mal, tu vas arriver à un moment où tu vas même plus pouvoir te lever du lit. Et quand tu arrives à ce moment-là, tu t'es contraint de le faire et là, c'est plus C'est compliqué. encore plus dur, Donc, ouais. ouais, Mmh. c'est encore plus dur. Donc, avant d'arriver à être mal, prends les rênes de ta vie et va combattre ton mal, on va dire, et éclate-toi, quoi. Enfin, franchement, la vie, elle est trop courte. Elle est trop courte pour pas s'éclater. C'est un beau message, en tout cas. Est-ce que tu penses que la reconversion professionnelle est accessible à tout le monde et pourquoi? Oui, je pense clairement. Tu vois, on a commencé en parlant médecine. Je pense même que quelqu'un qui veut se reconvertir en tant que médecin aujourd'hui peut. Et j'ai des témoignages en ce sens. Je pense qu'il faut juste vraiment avoir l'envie de le faire, savoir pourquoi on le fait. Mmh. Pour moi, le pourquoi, il est essentiel. Et si tu sais pourquoi tu le fais, tu peux gravir des montagnes et tu peux tout faire, quoi. Enfin, et même parce qu'on est des femmes et que t'as beaucoup le truc, oui, mais après j'ai des enfants, je vais m'en occuper, ça va être compliqué, etc.
J'ai plein de personnes autour de moi qui se sont lancées en étant enceintes même. Mon Mhm. papa, alors lui, c'est un homme, mais il l'a fait, je venais de naître. Ouais, Donc, il s'est dit, bah, j'arrête mon travail, je reprends mes études. Hein, pareil, tu te dis, bah, j'ai un quotidien assuré. Il l'a fait, on s'en est très bien sorti. Donc, en fait, c'est toute une question de volonté et je pense que ça, tout le monde peut l'avoir. merci pour ton partage. Est-ce que tu veux nous partager peut-être quels sont toi tes projets, les prochaines étapes, les objectifs peut-être de ton activité? Et je mettrai évidemment tous tes réseaux dans la description du podcast, comme ça vous pourrez aller retrouver Céline côté marketing ou côté archi, en fonction de ce qui intéresse. Mais du coup, toi, c'est quoi tes projets? Eh ben, écoute, premier projet, lancer officiellement du coup mon accompagnement business. Alors je dis septembre, peut être fin septembre, mais sur le mois de septembre. Donc ça, c'est mon premier objectif business, vraiment pouvoir me dire voilà, j'ai mes offres, on peut y aller, on y va. J'accompagne 2 personnes là déjà en bêta test, donc pour Trop bien. tester. Voilà, je pense que c'est important aussi. En tout cas, pour moi, c'est important Mhm. d'avoir confiance en ce que je vends, même si on a toujours confiance, on sait toujours que ça va être bien, mais finalement, il faut aussi que ça colle avec les attentes des autres personnes. Complètement. Donc, premier objectif, c'est ça. Après, ce sera effectivement de trouver des clients, etc. On est bien d'accord. Donc, si vous avez des demandes côté marketing, n'hésitez pas. Bah, c'est de terminer ma formation d'archi. Là, j'ai une deadline qui est pas Ouais. repoussable, donc au 14 octobre, donc j'ai pas tant le choix que de le faire. Donc c'est de terminer ça et après ce sera plus, je pense, sur fin d'année, début d'année, du coup calendaire, ce sera de lancer du coup ben, mon accompagnement d'architecture d'intérieur. Et en fait, j'aimerais aussi orienter ça sur l'aspect neuroarchitecture, c'est-à-dire que pour l'avoir vécu, hyper compliqué quand tu vis des choses dures dans ta vie. Mhm. Je parle pas forcément du deuil, mais un départ, quelque chose où tu dois te réapproprier tes lieux, ton Ouais. lieu de vie, etc. Et ben c'est comment aussi on accompagne ces personnes-là pour ben, retravailler leur intérieur sans tout bouleverser, mais en même temps en faisant en sorte pardon qu'elles se sentent bien chez elles. Et donc c'est Mhm. ça aussi que je veux prôner et donc garder ce côté en fait accompagnement, empathie Mhm. et échange avec les personnes, quoi. C'est pas que de faire du beau, c'est Ouais, bien que ouais. ce soit beau, mais il faut que ça nous corresponde et que on se sente bien chez soi, quoi. Et puis chaque Trop bien. intérieur est différent parce qu'on est tous différents. Donc, faut pas copier les trends qu'on Ouais. voit. Il faut que ça nous corresponde. Trop bien. Bah, en tout cas, c'est Donc, plein de beaux projets. On te souhaite que du bonheur et que tout ça fonctionne. Quand le podcast sortira, normalement, du coup, les offres côté business marketing seront prêtes et peut-être même que tu j'espère, auras ouais. fini. Je me souviens plus de la date de sortie du podcast, mais je pense que tu auras même peut-être fini la formation archi. Donc, on va voir Trop bien. si quand il sort, tu pourras faire un petit check état des lieux. Est-ce que ce que je m'étais fixé, c'est rempli ou pas? Et ben c'est bien. Ça me fera un check, tu vois. C'est très bien. C'est très bien. Comme ça, je me mettrai un petit coup de pied aux fesses si c'est pas fait. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, pour tous les conseils que tu as pu donner tout au long aussi du podcast et puis la confiance que tu m'accordes et que tu accordes aux personnes qui vont écouter en nous partageant tout ce que tu as traversé. Donc encore une fois, merci, merci beaucoup pour tout ça. Et ben merci à toi. C'était hyper agréable d'échanger avec toi. Hyper constructif. Donc, très belle expérience. Bon, bah tant Merci mieux, je suis beaucoup. ravie que ça t'ait plu. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!